On a invité Mélodie Faury, qui, qui occupe la chaire de recherche sur les recherches et sciences participatives au Muséum d'histoire naturelle, qui va nous parler, l'intitulé formel, donc c'est Puissance d'agir et dimension transformative des recherches participatives. Et ça fait suite donc à un atelier qu'on a eu à Angers en octobre dernier, qui était sur la capacité d'agir. Donc Mélodie, je te laisse la parole, je te laisse animer ta partie. Merci beaucoup Marco, merci tout le monde. Et puis ravi de vous voir. En fait, c'est agréable de vous retrouver, même si c'est qu'en visio, déjà de voir tous les visages d'Angers et au-delà, parce que je vois d'autres collègues. Donc, merci pour cette occasion à continuer la conversation, parce qu'on a effectivement à Angers eu les premiers échanges très nourris, très riches sur la question de capacité d'agir, puissance d'agir et autres, puisqu'il y a beaucoup de termes qui se mélangent un peu dans ces notions-là. Et en fait, ça m'a donné l'occasion de déplier, de désenchevêtrer quelques petites choses. Donc, je vous fais pas une présentation théorique sur la puissance d'agir, mais par contre, je voulais partager et ouvrir à la discussion, voilà, des questions que je me pose, des hypothèses aussi vis-à-vis des recherches et sciences participatives. Et donc, on aura un temps assez long d'échange, donc j'aurai sans doute pas le temps de tout raconter ce par quoi je suis traversée pour arriver aujourd'hui, mais en tout cas, on saisit les fils qui vous font sens. L'idée, c'est comment ça vous parle. Donc, je vais partager un PowerPoint avec des amorces, si je le retrouve. Alors, tout à l'heure, ça marchait quand on a fait le test. Est-ce que je vais y arriver tout de suite? Écran. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, ça Ça marche marche. bien. Ok, super. Puissance d'agir et dimension transformative des recherches participatives. Pour commencer, le contexte de mes interrogations, tu l'as dit Marco, c'est celui du muséum dans lequel où je suis arrivée là en février dernier, et plus spécifiquement, on va dire pour aller assez rapidement, mon travail actuel sur les récits, sur comment on raconte nos expériences, nos pratiques, et qu'est-ce qu'on fait importer dans nos récits. Et donc, ça vient s'articuler avec des réflexions que je mène sur les relations sciences-société et puis plus récemment, on va dire, sur les actants. Là aussi, on pourrait discuter qu'est-ce qui agit nos récits, mais qu'est-ce qui nous agit plus généralement dans nos manières d'entrer en relation. Et ça me fait commencer d'emblée par la question, je vais revenir après, à une phrase d'Isabelle Stengers que j'aime beaucoup, qui est la suivante au sujet de la puissance d'agir, qui dit parce que je me sentirais autorisée à cela maintenant. Et c'est avec cette phrase qu'elle ouvre une réflexion suite à la démarche des nouveaux commanditaires en art qui a aussi été portée en sciences par l'Atelier des jours à venir. Et je la trouve intéressante parce qu'elle nous permet justement de tout de suite se poser la question de la dimension individuelle, collective, politique et non pas psychologique uniquement de la question de la puissance d'agir. Donc, je voulais commencer par là et c'était l'objet aussi de ce texte que je vous enverrai de Jérôme Vidal qui cherche à démêler les enjeux politiques de l'appropriation même du terme de puissance d'agir, capacité d'agir, agency, empowerment. Je vous lis un petit extrait pour poser ces éléments quand même au départ. La question de l'agency n'est pas nouvelle, elle est au cœur du système de Spinoza, qui est tout entier l'expression d'une pensée de la potentia agendi, ou puissance d'agir, des individus et des collectifs humains et non humains. C'est aussi, là c'est moi qui parle et plus le texte que je lis, c'est aussi la question de la joie dans l'action politique. Chez lui, déjà, le problème est indissociablement scientifique et renvoie à notre connaissance des déterminismes, et politique et renvoie à la question de l'émancipation et de la liberté. La question a aussi une place centrale dans la tradition pragmatiste, notamment chez William James, et on peut par exemple penser à la volonté de croire. Ça analyse le désir, la croyance et la confiance en tant que condition du déploiement de notre puissance d'agir. Plus près de nous, des auteurs comme Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze et Michel Foucault peuvent être considérés comme des penseurs de l'agency, et tous entretiennent d'ailleurs un lien fort avec la pensée de Spinoza. Pourquoi je commence par là? Parce que je voudrais d'emblée, quelque part, mettre de côté dans nos échanges une dimension qui serait seulement individuelle de l'empowerment ou de la capacité d'agir. Il ne s'agit pas seulement de se positionner soi dans le monde, mais toujours
d'abord, on va dire, de vivre avec, d'être avec, de devenir avec, comme dirait Haraway. Et donc, on est dans une dimension qui est avant tout relationnelle de la capacité d'agir, dans, en tout cas, la manière dont cette question m'intéresse. Et donc, j'ai, à partir de là, envie de vous proposer un certain nombre d'hypothèses concernant le lien entre l'agency, la capacité d'agir et les recherches et sciences participatives. Alors, avec le mode plein écran, moi, je n'ai plus du tout l'horaire, donc je tiens, je vais essayer de tenir encore les 20 minutes pour ouvrir ensuite à la discussion. On te fera Ce sera signe s'il y a assez un rapide. problème. D'accord, je te remercie, Marco. Pour me situer d'emblée, donc dans ces enjeux systémiques, matériels et relationnels de la puissance d'agir, je vais vous dire aussi avec qui je pense cette question. Je pense beaucoup, donc bien sûr avec Isabelle Stengers, comme je l'ai cité en démarrage, aussi avec Haraway, que j'ai déjà nommé. Et plus généralement, j'ai évoqué la question des actants comme ceux qui nous agit dans un réseau d'interaction, d'interdépendance avec toute une diversité d'êtres avec lesquels nous rentrons en relation. Je pense aussi, alors plus spécifiquement, avec la notion de responsibility, la capacité de réponse, qui est telle qu'elle est déployée par Haraway, et puis aussi avec la question du reclaim, qui consiste à résister à ce qui a fabriqué chez nous de l'impuissance et à récupérer les ressources pour répondre face aux structures systémiques de la fabrication de notre impuissance et de notre incapacité, avec des grands guillemets. Notre incapacité à agir ou notre manque de ressources est en effet toujours historicisé dans des constructions qui ne sont pas d'abord des manques psychologiques. J'insiste un peu, mais j'insiste pourquoi? Parce qu'on voit aussi une tendance, et c'est aussi ce qu'écrit Jérôme Vidal, à la récupération de ces notions d'empowerment, d'agency, de capacité d'agir par des logiques néolibérales, ou en tout cas qui ne pensent pas l'individu dans ses interdépendances, justement, mais plutôt comme un individu autonome qui pourrait se faire et se défaire lui-même. Donc, il me semble que, il est important de considérer le contexte de mobilisation de ces concepts-là. Comment ça nous permet de questionner justement la manière de se relier dans les pratiques des recherches participatives. Ça nous permet aussi de questionner le lien entre connaissance et action. Ça, j'aurais pas forcément le temps de déplier, mais c'est des choses que nous travaillons avec Baptiste Bédessem en ce moment. Ça vient aussi questionner, il me semble, ce qu'on appelle le politique et l'action publique. Donc ça, je l'ouvre aussi à la discussion. Et puis ça vient surtout reconditionner et refabriquer nos modes d'attention dès lors que on regarde à partir de quelle relation ou quelle activation de relation on peut récupérer certaines ressources pour agir dans un monde commun. Donc, j'insiste aussi sur cette dimension parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans pas mal de rencontres récentes autour des recherches sciences participatives et qui me travaille beaucoup en ce moment. Il me semble que quand on parle de capacité d'agir, on interroge assez peu, et peut-être que ça pourrait être un objet de notre discussion, ce que l'on entend par action. Qu'est-ce que ça veut dire agir? Qu'est-ce qu'on oublie dans nos actions qui feraient pourtant sens du point de vue politique? Et qu'est-ce qu'on met derrière le terme politique? Et moi, j'interroge une vision assez dominante du politique qui passerait toujours par peut-être des outils techniques, une vision peut-être liée aux institutions avant tous, et qui laisserait de côté tout ce qui m'intéresse aussi et que je considère comme politique avec bien d'autres auteurs et autrices qui constitue par exemple le soin de la relation, qui constitue aussi l'activation des ressources par la constitution de nouveaux collectifs et la légitimation des savoirs situés notamment, qui sont autant comment dire, d'effets, de mouvements qui s'initient dans les pratiques de recherche sciences participatives. Ce qui ne veut pas dire pour autant que toute pratique de sciences et recherche participatives permet la récupération d'une certaine puissance d'agir, mais donc qui nous permet de nous interroger en intégrant d'autres formes de l'action, à quelles conditions cette récupération des ressources collectives est possible. Pour réfléchir aujourd'hui, je suis passée par la question de l'impuissance. Je l'ai évoqué rapidement. J'ai beaucoup réfléchi avec l'idée de la sidération. Alors, je ne sais pas si c'est un concept que vous avez aussi déjà croisé dans vos terrains ou dans vos actions respectives, mais je trouvais intéressant de réfléchir aux situations où on perd justement toute capacité d'agir, toute puissance d'agir, et ce sera les capacités de réponse aussi, hein. C'est ce terme que je vais peut-être plus employer aujourd'hui. Donc, je m'intéresse justement aussi à ces moments où la sidération nous prive
du matériel, du relationnel, et où il est plus difficile de justement se sentir faire partie du monde et de se sentir avoir des ressources pour répondre. Alors concrètement, il me semble que cela nous permet de voir que certains processus des recherches sciences participatives, au-delà de la construction de connaissances, activent justement la possibilité de refaire du lien, bon, ça vous le savez très très bien, d'expérimenter d'autres formes d'action locale, mais aussi de construction de sens. Et ça, on retrouve par exemple ce qui se travaille quand il s'agit de nommer ce à quoi on a affaire, de nommer les expériences, de constituer parfois ce qu'on appelle des savoirs expérientiels. Donc pour moi, que ce soit l'agency ou que ce soit la capacité d'agir ou la sidération, on est toujours évidemment dans des enjeux, enfin évidemment, j'espère que ça l'est, on est dans des enjeux qui sont systémiques et on observe que la perte de la capacité d'agir, elle est liée à la déstructuration, par exemple, des affiliations et des collectifs, des ressources et des moyens, et par parfois aussi la prédominance d'un discours, d'une narration qui empêche que l'on puisse faire sens autrement à partir de ce que l'on vit. Alors, je m'excuse, c'est un peu théorique tout ça. J'essaye d'aller vite. Donc, on essaiera d'entrer dans des exemples ensemble par la discussion. Je voulais lire justement pour aller plus loin sur la question d'une autre façon de considérer le politique comme situé et systémique sur ces deux citations. Le monde social est produit et reproduit par des relations, non par des individus autosuffisants et indépendants les uns des autres. Et le politique signifie rapport, mais pas uniquement de pouvoir, rapport au sens de mise en relation. Alors, hop, ça je l'ai un petit peu fait. Alors, comment articuler pour les quelques minutes qui me restent la question de la puissance des GIR avec les recherches participatives? Je vous ai dit que j'allais vous proposer des hypothèses, ce que je vais faire maintenant. Ma première hypothèse, c'est de supposer que les recherches sciences participatives pourraient être des lieux d'incarnation d'une récupération des ressources individuelles et collectives. Et même quand je dis individuelles, vous l'avez peut-être compris, j'entends toujours relationnelles, c'est-à-dire qui permettent de se situer soit dans le monde avec d'autres êtres humains et non humains. Est-ce que, du coup, ça vous parle, cette dimension qui voudrait dire que on pourrait imaginer que ce soit même un objectif, c'est-à-dire de quelque chose dont il s'agit de prendre soin dans nos pratiques de recherche sciences participatives, que, justement, d'incarner ces dimensions, de la puissance d'agir relationnelles par la constitution d'alliances, qui peuvent être des alliances multisituées, mais aussi passagères, transitoires, on pourrait y revenir, émancipatrice, c'est-à-dire la question de la transformation des rapports de pouvoir par nos pratiques de recherche sciences participatives. Est-ce que dans ces pratiques, on considère aussi comme important l'appropriation des savoirs situés et pas seulement leur utilisation, comment les actrices et les acteurs eux-mêmes sont réhabilités dans ce qu'ils savent et qu'ils n'ont pas encore nommé ou dans ce qu'ils savent déjà mais qui n'ont pas eu de place pour le valoriser. Également, une dimension de la puissance d'agir qui a été repolitisée par notamment les épistémologies féministes, qui est une dimension des émotions, comment les affects nous permettent aussi d'être en lien, en relation et de se mobiliser face à alors, ce qu'on appelle parfois les crises, mais ce vis-à-vis de quoi il s'agit de répondre. Et là aussi, on pourrait questionner, est-ce que répondre à ce qui nous arrive, c'est toujours par la connaissance? Est-ce que la connaissance est toujours liée à l'action? Et est-ce que l'action est toujours liée à la connaissance? Je finirai là-dessus si j'en ai le temps. Et puis, dans quelle mesure les ressources que l'on arrive à restituer par nos pratiques sont-elles écologiques? Et dans quelle mesure elles prennent non seulement en compte les réseaux d'interdépendance, mais comment elles les valorisent et comment elles en prennent soin? Ça, c'est l'hypothèse 1 qui est déjà assez arborescente. L'hypothèse 2, c'est celle qui vient croiser la question de la perte de puissance d'agir et de capacité de réponse. Donc, c'est celle qui veut répondre à ce qu'on peut appeler parfois la sidération. On pourrait sans doute utiliser d'autres termes. Ça, c'est un terme que je tire aussi des travaux de Naomi Klein, notamment sur la question de la stratégie du choc, par exemple. Est-ce que ces espaces de co-recherche peuvent constituer des prises matérielles, relationnelles, symboliques et narratives pour retrouver une puissance d'agir ou la renforcer, la soutenir dans ses conditions matérielles d'existence? Je déplie pas, on pourra y revenir ensemble ensuite.
Ça, c'est quelque chose que font les sciences participatives, alors de multiples manières, hein, rentrant aussi dans une dynamique qui est au-delà des recherches et sciences participatives, déjà très présente dans la démarche et l'engagement des savoirs ouverts, de la science ouverte. La question des savoirs locaux, des savoirs situés, considérés d'emblée comme légitimes, ce qui ne veut pas pour autant dire que cette considération va avec une réhabilitation des actrices et des acteurs là où ils et elles sont. Parfois, c'est une considération des savoirs locaux au bénéfice de la construction de connaissances, mais qui ne bénéficie pas toujours en premier lieu aux actrices et aux acteurs eux-mêmes. Donc, à quelles conditions la considération, le fait de les remettre au centre aussi de nos dialogues dans la construction des savoirs et l'enquête, va passer, va aboutir ou va permettre une reprise aussi de la capacité d'agir. Ça, c'est une question que je me pose et que un certain nombre de chercheuses et de chercheurs traitent hein, déjà au sujet des recherches participatives. Je pense aux travaux de Maïté Roy, de Marion Carrel, de Baptiste Gaudry, de ce que fait Sciences Citoyennes ici, par exemple. Euh, et, euh, et Elisabetta Bucolo. Donc la question qui m'arrive à ce moment-là, c'est en quoi on peut considérer, sur quelle dimension on peut considérer, alors l'encapacitation, je pense que c'est pas forcément le bon terme au final. J'aimerais bien plutôt parler de réhabilitation aussi par le processus en quoi l'encapacitation ou la réhabilitation n'est pas toujours au cœur de nos objectifs premiers, tels que, en tout cas, l'institution soutient les recherches et sciences participatives, mais pourtant est un effet que l'on aimerait parfois considérer comme objectif principal de manière beaucoup plus affirmée. L'encapacitation ou la réhabilitation, c'est se reconnaître comme légitime, c'est aussi apprendre à agir en collectif, hein. Chacun de ces points, on pourrait les déplier ensemble si vous le souhaitez. C'est s'engager dans des démarches situées et incarnées. Donc, c'est aussi modifier notre contact avec le monde proche et donc retrouver dans ce contact avec le monde des occasions d'attention différentes à ce qui est déjà là et qui pourrait constituer des ressources pour l'action. Et donc, dans cette manière de vivre le processus comme une récupération de la puissance d'agir, vous voyez que c'est pas nécessairement lié d'emblée et c'est pas évident. Donc, je le pose comme quelque chose qui n'est pas évident, que la production de connaissances soit un plus nécessairement pour la capacité d'agir. Alors, je sais pas si je suis très claire, je verrai avec vos retours après. Mais là aussi, je vais vous faire un petit schéma juste après. Et enfin, une hypothèse un peu plus délicate, je pense, mais bon, je la pose aussi. Si on part du principe que percevoir autrement, se relier autrement, faire attention autrement et se ressaisir des ressources qui sont présentes dans l'environnement, c'est déjà récupérer une sorte de puissance d'agir, que par le lien, la récupération, encore une fois, des liens qui nous relient pour agir, c'est déjà la puissance d'agir, c'est déjà la joie au sens de Spinoza. Alors, je me demande dans quelle mesure les nouvelles connaissances sont parfois un prétexte pour pouvoir entrer dans ce processus relationnel. Pour aller même au-delà, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de prétexte, hein, d'ailleurs, mais pour aller au-delà, alors il y a plusieurs choses qui m'amènent à dire hein, quelque chose de cet ordre-là. La première, c'est que on observe un certain nombre de situations où la puissance d'agir est réactivée. Je pense à toutes les démarches d'éducation populaire et au bénéfice de l'action, hein, très matérielle, très concrète, sans pour autant qu'il n'y ait construction de nouvelles connaissances scientifiques. Et par ailleurs, je trouve intéressant de considérer ce que propose, alors je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, mais ce qu'on appelle l'imagination agentive, c'est-à-dire la possibilité d'imaginer de nouvelles façons de répondre à ce qui nous arrive en sortant des alternatives qui nous sont proposées. Alors là, peut-être c'est un peu plus compliqué à saisir d'emblée, mais je m'inspire notamment aussi du travail de François Roustan qui nous permet de considérer qu'un certain nombre de ressources sont déjà là dans l'environnement, il s'agit d'activer un état latent, de reconfigurer des ressources pour qu'elles puissent nous permettre
de répondre à une crise, que ce soit une crise environnementale, sociale ou autre, politique également. Donc, il me semble que par la démarche de co-recherche, on est aussi dans des situations potentiellement, et à quelles conditions cela est-il possible, où de nouvelles alliances, pour reprendre un terme aussi qu'utilise Isabelle Stengers, nous permettent de réagencer pour rendre matériellement possible d'autres façons d'être au monde. Bon, l'exercice est un peu difficile, hein, je m'en rends compte en le faisant. Donc, si je vous refais un point pour prolonger cette problématique, qu'est-ce que ça nous changerait dans nos pratiques de regarder ce que nous faisons dans les sciences et recherches participatives, non plus du point de vue des connaissances actionnables, mais du point de vue du processus, de valoriser avant tout le processus dans ce qu'il permet en termes de ressaisissement de notre puissance d'agir, et ensuite de questionner ce qu'apportent les connaissances scientifiques dans ce processus, et donc d'inverser la logique et de ne pas faire prédominer l'objectif de production des connaissances en premier lieu, et ensuite de voir si éventuellement il y a eu une augmentation des ressources collectives et situées dans la pratique des actrices et des acteurs. Voilà, pour moi, ça rejoint la question de la pertinence, qui est une question qui nous permet justement aussi de démultiplier nos regards et nos modes d'attention sur les pratiques de recherche et sciences participatives. Une co-recherche peut être pertinente du point de vue scientifique, du point de vue relationnel, du point de vue éthique, du point de vue opérationnel. Je pense qu'on peut encore démultiplier. Ça rejoint aussi les travaux de Léo Koutelek, par exemple, hein, sur les sciences impliquées. Par la notion de capacité d'agir, on peut estimer aussi qu'on pourrait valoriser et justifier, soutenir nos pratiques de recherche et sciences participatives du point de vue de pertinence qui soit autre que scientifique, avec les critères scientifiques, et pas forcément. Parfois, on peut imaginer que la pertinence, mais ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les choses, hein. Encore une fois, c'est comment est-ce qu'on compose avec les différentes dimensions que la pertinence, elle peut être co-définie également dans nos modes d'évaluation, hein, c'est ce qu'on tente avec un certain nombre d'actrices et d'acteurs, pour co-créer des résolutions à des problèmes concrets. Et là, je boucle avec l'origine même, en tout cas, de la justification de nos pratiques de co-recherche dans un certain nombre de situations, hein, qui est de répondre à ce qui nous arrive. Et donc, est-ce qu'on peut vérifier, en fait, collectivement à chaque étape qu'on est bien en train de trouver des résolutions aux problèmes concrets, qu'on est bien en train de se restituer des ressources pour répondre aux problèmes concrets et qui passent donc par des dimensions de la pertinence qui sont situées, relationnelles, éthiques, etc. Voilà. J'espère que ça n'a pas été. J'ai essayé de tenir pour qu'on ait bien ces 30 minutes d'échange, mais n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Je voulais aussi indiquer que ces questions sont des questions qui ont été posées. Alors, elles n'ont pas été posées complètement dans ces termes, mais dans des contextes institutionnels ou dans le cadre des recommandations UNESCO en 2021. Dès lors qu'il s'agit de dialoguer avec d'autres systèmes de connaissances, on est aussi en train de poser la question du mode de relation qu'on établit avec ces autres systèmes de connaissances. Et donc, il ne s'agit pas seulement de les utiliser au bénéfice de la connaissance scientifique, mais aussi de considérer la capacité d'agir comme centrale pour un nous qui se constitue dans la co-recherche et pas pour les uns et pas pour les autres, etc. Donc là aussi, je suis assez schématique pour faire rapide, mais c'était là-dessus que je voulais finir. Voilà. Bon, Marco, c'est un exercice difficile que tu m'as demandé. Je m'en suis rendu compte en le faisant, mais merci en tout cas pour Super, merci le second beaucoup. retour. Ouais. Merci Mélodie. Oui, c'est très stimulant, on va dire très riche, très stimulant. Pour certains d'entre nous, bon, qui n'ont peut-être pas le bagage là sur les références et tout, ouais, ça fait beaucoup en un coup. Mm. Mais enfin, moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent, je crois qu'aux autres. Alors, donc, on essaie d'avoir une discussion ouverte autant que possible là. Donc, c'est pas juste des questions, ça peut être des commentaires. Et je crois voir que dans le chat, personne n'a écrit quoi que ce soit dans le chat. Du coup.
Est-ce que vous voulez essayer en levant une main, par exemple, si c'est trop fastidieux d'écrire un truc? On peut commencer par alors, le seul qui a fait un commentaire, c'est moi. Un peu provoquant là. On peut commencer par ça et puis après allez-y. Soit écrivez quelque chose, soit levez la main. Moi j'ai dit, alors j'ai un petit peu caricaturé, si la production de connaissances dans un projet de recherche participative, c'est juste un prétexte. Donc c'était un prétexte hein, pour entrer dans des processus relationnels, tu avais dit. Moi ça me parle bien. Mais du coup, si on accepte ça, ça veut dire qu'on peut imaginer un projet de recherche participative ou dans lequel en fait l'objectif c'est pas la production de nouvelles connaissances. Alors bon, alors pour INRAE c'est un peu choquant, je suppose, enfin en tout cas dans la définition de la charte, c'est vraiment ça le premier truc qui est mis en avant, c'est que c'est pour, en tout cas, quand on s'engage dans un projet de recherche participative, c'est pour produire de la nouvelle connaissance et en plus de la connaissance scientifique. Mm. Mais voilà, donc Je veux bien intervenir parce que je levais la main un peu dans le même genre pour une intervention un peu similaire. Euh, d'accord, vas-y, Lucie. enfin, tu me diras si tu... Mais je trouve que ça complète un peu. Je fais partie d'un comité qui a lancé un appel à projet co-recherche là, sur le site universitaire de Toulouse. Et hier, on discutait de l'évaluation des projets qu'on va recevoir et je posais la question justement de dans quelle mesure l'ambition scientifique ou la question de recherche doit être vraiment au cœur du projet quand il est encore en structuration. Et je trouve que dans les dernières diapos, je suis désolée, je suis arrivée un peu tard, mais dans les dernières diapos que tu présentes, Mélodie, tu reposes la question voilà, autour de l'évaluation aussi et de se dire que finalement, ce serait plutôt cette capacité d'agir ensemble, enfin, ou en tout cas que le consortium soit dans le but de résoudre une problématique pour la société. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant, mais d'un autre côté, comme dit Marco, ça déplace aussi du coup le rôle des institutions de recherche et le rôle des chercheurs par rapport à ce qui est défini aujourd'hui. Et donc voilà, dans quelle mesure toi tu perçois du coup le rôle des chercheurs? Parce qu'en gros, ce qui m'a été rétorqué hier, c'était non, non, attention, les chercheurs, c'est quand même la science qui doit être au centre, la production de connaissances scientifiques. Et donc les questions de recherche, voilà, voilà, c'était quand même, on restait dans cette Mm. direction-là. Bah, merci parce que comme ça me permet de préciser aussi la raison pour laquelle je fais un peu une provocation, mais c'est pas juste. Enfin, c'est effectivement encore une fois, je le dis, c'était avec Baptiste BDSM qu'on a commencé à discuter de cette idée du prétexte de la fiction nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire de la production de nouveaux savoirs scientifiques, mais je vais vous donner d'autres points de départ en fait pour arriver là où on est en train de discuter. Le premier, c'est on cherche quand même à répondre à ce qui nous arrive. Je reviens à cette idée de la capacité de réponse. Enfin, on est assez d'accord la plupart du temps, enfin, en tout cas on y croit, souvent par le lien avec les savoirs actionnables. On pense que cette co-recherche va nous aider à aller vers plus de pertinence des savoirs produits pour répondre. Alors des pertinences qui sont parfois dans des termes scientifiques, hein, c'est plus de données. Enfin, on cherche à répondre mieux aux questions qu'on se pose, mais qui sont souvent, dans le cas des recherches sciences participatives, des questions liées à des enjeux environnementaux, sociaux. Enfin, voilà, on cherche de l'action en fin de compte. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on perd cet objectif de l'action au cours de route? Ça, c'est une de mes questions fortes, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment, la production de savoir finit par se suffire à elle-même et l'hypothèse que ça donnera de l'action, ben, on la garde parce qu'elle nous rassure, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que on a, voilà, ça c'est une de mes questions. Et du coup, c'est là où que la provocation agit, c'est que si on pense capacité d'agir collective, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait et à quelles conditions c'est possible de le faire? Je vais essayer de compléter cette dimension parce que par ailleurs, il nous faut des conditions matérielles pour mettre en œuvre ces co-recherches. Et aujourd'hui, les soutiens sont des soutiens qui sont issus aussi des pratiques de recherche et donc la recherche doit s'y retrouver. Donc il y a toujours cette nécessité de produire des nouvelles connaissances parce que c'est notre fonction en tant que chercheuse et chercheur. On vise ça. Donc c'est comment on trouve une alliance entre ces deux aspects et comment on assure que notre prétention à à la réponse, on la perde pas en cours de route. Enfin, et moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'autre point depuis lequel je peux partir, c'est que
pour être en contact, soit dans mes travaux de recherche, soit à titre personnel, dans d'autres contextes d'action, euh, ne serait-ce que d'éducation populaire, on passe pas nécessairement par la connaissance scientifique pour transformer les situations et se restituer des puissances d'agir collectives, etc. Et donc, bah, c'est entre tout ça que j'essaie de me situer en me disant, ben, si on y tient vraiment à cette réponse, alors comment transformer aussi nos modes d'attention et de soutien matériel? Parce que ce qui se passe, c'est que les acteurs et actrices, notamment associatifs, qui ont un effet très fort du point de vue de l'action vis-à-vis d'une réponse que l'on cherche, ne vont pas forcément pouvoir démontrer qu'ils produisent la connaissance scientifique, mais on en a besoin quand même. Mais il faut aussi de la co-recherche. Et donc, si on les soutient plus parce que nos canaux de financement et d'évaluation ne font pas rentrer dans leur scope ce qui fait valeur dans leurs actions, bah voilà, moi, ça me pose question. Je sais pas si je suis claire, mais Et et si c'est ça assez répond. clair. Oui, Mm. on sent, eh ben, il y a un équilibre à trouver, quoi, entre cette demande-là du côté recherche classique, qui veut de la connaissance scientifique, et puis d'autres objectifs qui sont tout aussi importants, en fait. Enfin, moi, j'entends un peu de ça. Mais est-ce que on peut peut-être donner la parole à d'autres là? Il y a Sabine qui a dit un truc, alors je suis pas sûr de bien comprendre. Sabine, est-ce que tu peux ben, lire ton commentaire et puis nous l'expliquer? Oui, bonjour à tous. En fait, c'était un peu pour compléter ta question provoque là du début. Si l'idée principale, c'est pas de produire des connaissances, est-ce que ce serait pas non plus de ne pas produire de livrables dans le sens scientifique, mais aussi actionnable en fait, mais plutôt s'attacher, si la visée est d'être enfin, s'il y a une visée transformative, de s'attacher au processus et la manière dont le processus va, lui, transformer les personnes, les parties prenantes, plutôt que se dire on va produire un guide une vidéo ou je ne sais quel livrable dans le but d'a- que ce soit actionnable, opérationnel, mais plutôt d'intégrer les personnes concernées dans le processus afin d'accomplir plutôt la visée transformative. Ça, Mm. Oui, merci. Mais en fait, la difficulté qu'on a, c'est que on pense où, en fait. C'est pour ça que, quelque part, il y a cette idée. Et si on laissait ça de côté, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'arrive pas à porter notre attention sur tout en même temps. Mais l'idée, ce serait de tenir les choses ensemble hein, à terme. Hein. C'est dans les épistémologies de critique radicale des sciences, et c'est très intéressant parce qu'il y a cette visée de construire des savoirs de valeur du point de vue épistémique et en même temps une critique de la manière dont c'est fait. Mais on tient les deux bouts du mât ensemble. Hein. C'est l'expression qui est. C'est-à-dire qu'on continue de vouloir des savoirs de valeur et en même temps, on voudrait que le processus soit mieux du point de vue de toutes les existences qui pourraient y contribuer, en fait, à ce qui est considéré comme des savoirs de valeur. Donc, je le dis là aussi un peu rapidement, mais mon idée, c'est en laissant de côté un instant dans nos échanges la question de la production de connaissances, est-ce que ça nous permet de mieux considérer et de mieux prendre soin de ce qui fait valeur du point de vue du processus? Et je suis complètement d'accord que pour moi, la transformation, elle se fait pendant et pas après, une fois que le produit est arrivé, en fait. Donc, est-ce qu'on arrive à considérer ça en soi? Mais je sais pas si, enfin, de l'expérience que j'ai eue ces dernières années, du point de vue des soutiens matériels d'existence, ça marche pas très bien. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'on n'aura pas de produit à la fin. Enfin, il y a toujours, enfin, en tout cas, dans les contextes dans lesquels moi j'ai évolué, il y a toujours quelle est la plus-value pour la recherche et la visée transformative pour l'action qui est pourtant ce qu'on cherche par la recherche aussi, en tout cas dans ces pratiques de recherche sciences participatives, elle ne suffit pas non plus. Je sais pas si je suis claire. Mais donc, voilà, c'est comment on tient l'ensemble enchevêtré. Ok. Bon, on a Valérie donc qui a bien apprécié, qui dit merci pour cette présentation très riche. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Valérie. Alors effectivement, je pourrais rajouter quelque chose, mais alors, il est clair que je ne me positionne absolument pas du côté de la recherche, parce que je ne suis pas chercheuse, mais j'ai plutôt une vision en tant que responsable associé d'une association
Et au regard de ce que nous a dit Mélodie, si j'ai bien compris tes propos, Mélodie, euh, il me semble que, alors j'ai un peu de mal à trouver les mots. Il me semble qu'en définitive, on est devant un champ très vaste et en même temps très enrichissant. Il y a une sorte de bascule qui est faite. Avant, c'était la recherche et les chercheurs sur un piédestal. Maintenant, je ne dis pas que vous redescendez, je dis simplement que les liens sont en train de se construire entre la recherche et la société civile, et que justement ces liens-là sont en train de complètement modifier l'objet de la recherche qui était fait jusqu'à maintenant, dans une certaine mesure, pas surtout, on est bien d'accord, et que ce rééquilibrage donnera des productions, peut-être pas effectivement sur de nouvelles connaissances. Tout dépend de ce qu'on entend par nouvelles connaissances, en définitive. Donc, euh, moi, je parle ce sera une nouvelle connaissance dans la manière dont on interagit et sur les postures que nous aurons vis-à-vis des problèmes, du problème que l'on essaie de résoudre et même des liens futurs ou des nouvelles problématiques ou des nouvelles questions sociétales auxquelles on devra faire face. Hmm. Et de manière pluridimensionnelle, parce qu'on se rend bien compte sur les volets politiques, environnementaux, enfin, que finalement une vision, voilà, la vision doit être multiple et qu'on ne peut pas chacun avoir cette vision multiple. On ne pourra l'avoir qu'en mettant en commun et en produisant, à mon sens, du commun. Hmm. Alors effectivement, ça nous bouleverse, hein. Enfin, moi, je pense que c'est un sacré virage intellectuel qui est en train qui pourrait se produire, parce que je pense qu'on est aux prémices, et sur cette façon justement d'appréhender les connaissances et la production de connaissances, pas seulement scientifiques. Voilà. Merci parce que en fait tu l'as dit très bien par rapport à ce que j'essayais de dire très rapidement sur le réagencement. Euh, la création de nouveaux liens entre des savoirs déjà là, pas forcément encore nommés, pas forcément encore mis en lien, justement, réunis, mis en réseau, en dialogue, etc. Pour moi, ça, c'est de la production de connaissances, s'il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que il s'agit pas de recréer quelque chose nécessairement en dehors de l'endroit où on le crée, mais comment le fait de se relier à ce que toi tu sais, moi je sais, comment on le sait, et ce que dit la science, et comment on l'ancre dans un territoire, et qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose d'assez horizontalisé du point de vue de l'action. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait valeur, et effectivement, on le perçoit pas forcément comme tel, parce qu'on a une vision de nouvelle production qui est déjà assez arrêtée. Mais propos d'un certain nombre d'autrices et d'auteurs que j'ai rapidement cités, c'est de focaliser sur le lien, cet espace entre qu'on voit pas. En fait, c'est à cet endroit-là que ça se joue, à mon avis. C'est-à-dire que l'idée de produire du nouveau toujours en dehors, elle est remise en question. Par contre, créer de nouvelles façons de se relier avec ce qui est là, ça, ça donne un ancrage pour l'action, il me semble. Mais là aussi, c'est dit de manière un peu voilà, rapide. Et je pense que c'est très intéressant du point de vue des sciences et recherches participatives parce que mon savoir isolé, il ne vaut pas autant que quand je le partage avec quelqu'un d'autre avec qui je peux faire un sens en commun. Et pour moi, une grande partie de la puissance d'agir, elle est là. Elle est aussi dans la construction du sens, de ce qui nous arrive, de ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est une autre des dimensions de la réhabilitation, c'est comprendre ce qui nous empêche d'agir, c'est aussi voir qu'on pourrait se décaler pour répondre à plusieurs autrement. Donc c'est aussi comprendre systémiquement comment c'est fabriqué pour voir où est-ce qu'on va pouvoir agir. Donc là, c'est là que je vois le lien avec les récits, c'est-à-dire qu'on nous... Voilà, bon, on fabrique aussi l'impuissance en ne nous permettant pas de voir les ressources qui sont déjà là, en les séparant. Donc la réponse par le lien, c'est une réponse qui est très forte, en fait. À la fois du point de vue de l'action politique et à la fois du point de vue de la construction de savoir. Ouais.
Et je vais rien dire, je vais juste alors juste je lis un peu là les commentaires. Jean-Michel, donc il continue un peu sur le truc du début là où il y avait cet équilibre là entre production de connaissances et est-ce que c'est une fin ou un moyen. Donc il a inventé un acronyme SRP, ça voudrait dire solution réelle participative et science n'est qu'un moyen, un des moyens. Je propose, et après, donc Laurent nous parle d'évaluation, là, ouais, donc ces choses qui nous intéressent beaucoup, qui peuvent ressortir du participatif, ben, il y a le problème de les mesurer. Euh, et je sais pas si, alors, je passe à Cyril Fiorini, donc qui nous dit, lui aussi à propos d'évaluation. Il y a le problème d'intégrer les temporalités dans l'évaluation de la pertinence des recherches. Peut-être ça, ça mérite une petite explication, Cyril, mais rapide alors, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Mélodie. Ça a coupé chez moi, je sais pas si Ouais, j'ai... ça a coupé chez Ah, Cyril alors. Oui, moi aussi. Ok, on redonnera la parole à Cyril après. Nathalie Couix, quel lien entre l'action et la transformation? Ah bon, je te passe la parole alors Nathalie, mais ça me Oui, paraît simple. oui. Ben le titre, c'est quand même de l'intervention, c'était sur Hmm. le pouvoir d'agir et les dimensions transformatives. Et j'ai l'impression, enfin moi j'ai beaucoup entendu parler de capacité d'agir, pouvoir d'agir, et beaucoup moins de dimension transformative des SRP. Et je voulais savoir si vous considériez que c'était la même chose ou bien si ce sont deux choses différentes. Est-ce que l'action signifie forcément transformation? alors pour moi, il y a deux... À la deuxième question, pour moi, c'est non. Je pense qu'il y a transformation à une certaine condition, et je vais revenir peut-être là-dessus, mais euh, alors, il me semble que la transformation, effectivement, est dans le processus, et justement par le réagencement des liens. Mais quand je dis les liens, c'est se relier avec des ressources, des savoirs, d'autres personnes, enfin, c'est tous les liens que ça vient reconfigurer, en fait. C'est-à-dire, j'étais seule dans une situation et je change mon contact avec le monde dans lequel j'évolue, et y compris avec ce que je sais. Et ça transforme. On n'a plus le même corps, en fait, qu'il soit un corps individuel ou collectif. Je sais pas si ça va être ésotérique ce que je vais dire ou Mhm. pas, mais pour moi, la transformation, elle est précisément dans le processus de cheminer avec et de se déplacer, de se relier autrement à son environnement, à ce que l'on sait, à ce que l'on peut faire, à la manière dont on se considère comme capable de, etc. Légitime pour parler, légitime avec les connaissances issues de l'expérience, etc. Donc la transformation, elle se fait toujours au contact et dans le changement des modalités de contact. Si je reprends la question des actants, euh, qui est une question compliquée parce que quand on parle d'actants, on entend souvent acteurs humains, voire techniques dans certains contextes. Mais pour moi, les actants, c'est plus largement ce qui nous agit. Je suis agi par des matrices, je suis agi par des normes, je suis agi par des dispositifs. Ma manière de parler, ma manière de me comporter, elle est construite, fabriquée par mon environnement et bon, par tout ce qui construit la matrice, on va dire, de mon environnement. Si je change ma manière d'entrer en conversation avec ces normes, ces instituts, et que je vais pouvoir voir que j'ai des moyens d'agir que j'avais pas perçus quand je m'étais laissé agir. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aller vers enfin, ça rejoint les questions d'aliénation, ce que Isabelle Stenger s'appelle les alternatives infernales aussi. C'est que je ne vois pas que j'aurais pu voir autre chose, en fait. Et ça, c'est quelque chose cette, cette façon autre de voir la situation, c'est une transformation qui est à la fois une transformation de la perception et de la compréhension de ce qui se joue, mais aussi des relations que j'ai qui me permettent de me positionner autrement dans mon action.
avec des ressources que je récupère. D'un coup, mes savoirs ont une valeur, mon expérience a une valeur. Ce que je fais du point de vue dans mon jardin, dans mon champ, enfin, je veux dire des choses qui sont trop réductrices parce que je suis pas rentrée par un exemple concret, mais tout ça a une valeur et je me rends compte et du coup ça nourrit mon action et je peux trouver les bon après c'est compliqué, mais après il faut les conditions matérielles pour soutenir. Et ça, c'est une transformation qui est, à mon avis, centrale, en fait, dans ce qu'on essaye de faire, quel que soit le type de recherche sciences participatives d'ailleurs. C'est de réagencer les relations pour l'action. Alors, ça passe parfois par le savoir, la connaissance, mais pas que. Donc, je pense que dans une certaine idée de l'empowerment, on a cette idée de la montée en compétences, de la montée en savoir, et on sous-entend, on suppose que ça va nous donner des sources pour l'action immédiatement. Mais je crois que ça néglige, ou en tout cas, euh, mais pas au centre, ce qui me paraît encore plus important dans la reprise de la capacité d'agir et de répondre à ce qui nous arrive, qui est qu'est-ce qui me transforme au contact des autres, de mon environnement, de ce que je ne voyais pas, que je savais déjà et qui me permet, voilà. Je sais pas si je démêle avec vous aussi, hein, Donc, c'est pour moi très Nathalie, intéressant. tu veux Oui, réagir? non, mais enfin, je vous rejoins complètement sur un certain nombre de choses. Disons, ce Mm. qui me pose plus question, c'est le passage du niveau individuel au niveau plus collectif. C'est-à-dire que je vois bien éventuellement dans ce que vous dites la dimension transformation au niveau individuel. Effectivement, je pense qu'on fait très souvent cette hypothèse-là et qu'on fait surtout l'hypothèse que parce qu'au niveau individuel, il y a ces transformations, au niveau sociétal, il va y avoir des transformations. Et ça, bon, c'est pas forcément Mm. toujours aussi évident, quoi. Alors là, c'est intéressant parce que vous faites une distinction de niveau. Mm. On revient J'ai fait la à... distinction de niveau parce que vous avez dit je dans vos exemples. Oui, oui. Bah, en fait, Mm. moi, alors le jeu pour moi n'est pas. Le jeu est collectif, en fait. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que ça rejoint. En fait, on est dans. Quand on parle de capacité d'agir, on est dans beaucoup de plis en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans. Ça nous demande si on pense relationnel, interdépendance et réseau de relations, Mm. alors il me semble que le jeu et la transformation du jeu ne peut pas être pensé comme un individu clos, jamais. C'est-à-dire que euh, c'est toujours un jeu dans le monde, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que en termes de niveau de politique, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter longuement et je pense que ce serait intéressant. Bon, il Ouais, y a parce que tellement de la choses à Peut-être question, déballer. on le garde pour une autre fois, là. Ouais, ouais. Mais Parce c'est important que parce que souvent on parle de la capacité d'agir et on place l'action publique à un niveau qui est un niveau macro, qui est un niveau des organisations, etc. Sauf qu'il me semble que la transformation, elle commence au niveau collectif, beaucoup plus situé. Euh, Au niveau du contact, au niveau de l'inter, au niveau des collectifs, au niveau des différents nous, les endroits où on se noue et les nous qu'on constitue. Voilà. Mais ça, c'est vrai que ça demanderait un temps dédié. Mm. on a envie de savoir comment se passe. Il y a un nous, ok, il y a un nous qui est amélioré, mais après, qu'est-ce que ça change en dehors? Enfin, encore plus loin que ce nous, quoi. Enfin, bon. Oui, enfin, mais la question moi, que je posais, elle fait référence aussi à des expériences que j'ai mm, qui sont pas du tout à une échelle méta, hein. Je veux dire, je travaille plus à des échelles très locales, quoi. Mais rien, même là-dedans, c'est vrai que la question, on se la pose quand même en permanence, à savoir que ce pari qu'on fait sur justement la transformation de nos individualités dans les interactions qu'on a tous les uns avec les autres, sachant que les uns et les autres, ça peut être aussi des non-humains, hein, entre guillemets. mm, Euh, pour autant, est-ce que ça va produire une transformation au niveau collectif? C'est une question que je pose. Voilà, c'est. Ok. Mélodie, je te coupe parce que Cyril a été coupé par la technologie. C'est pas juste. mm. Il reste plus que 5 minutes. Donc, Cyril, je te donne la parole. Et puis après, je crois qu'on va couper très bientôt. On essaye donc de respecter le 14 heures là. Et voilà. Oui, merci. Je vais faire très très court. Bonjour, bonjour.
Non, non, j'évoquais juste la question de enfin, des temporalités parce qu'effectivement, sur la question de envisager, considérer la pertinence des processus de recherche participative, tout ça, ça dépend, c'est particulièrement situé. Enfin, ça dépend des acteurs. Les acteurs institutionnels vont avoir des enjeux de savoir si c'est pertinent ou pas, différentes que les acteurs embarqués et les actrices embarquées dans les processus. Et c'est aussi un enjeu de temporalité. Les processus, les résultats vont pas forcément venir là, au moment où on les attend, quoi. Donc, quand on va regarder ce que ça produit à l'issue d'un projet financé de manière très institutionnelle par un appel à projet, ça produira peut-être pas grand-chose parce que l'institution a imposé en fait un blocage temporel. En revanche, ça pourra peut-être se démultiplier en termes d'action, mais aussi en termes de production de savoir profane comme en termes de production scientifique dans une temporalité beaucoup plus grande. Mais là où plus personne ne regardera ce que ça a pu produire et où était l'origine de ces processus-là qui ont fait émerger de l'action et ou de la transformation et ou des nouveaux savoirs et ou des nouveaux savoirs scientifiques. Voilà, pour aller très vite. Oui, on est sur la question de l'invu, de ce qu'on peut pas voir, mais qui est là quand même et qui a fait valeur quand même. Et donc, ça pose la question aussi de nos manières d'évaluer. Enfin, oui, oui, ça aussi, c'est assez vertigineux, en fait. Oui, merci. J'ai zappé Marianne qui nous a donné un long commentaire là. Donc, Marianne, il nous reste juste quelques minutes. Tu veux bien juste nous dire de quoi tu parles là? Oui, oui, c'était juste que bonjour à tous, les propos de Mélodie que j'ai trouvé fort, vraiment très, très intéressant et puissant, me faisaient penser à cet article que j'ai lu. Alors, on était plutôt en sciences de l'éducation, mais c'était un partenariat Canada-France sur justement les différents types de recherche. Et je trouvais que justement sur cette question d'émancipation, les recherches-actions, elles étaient souvent assimilé à une transformation des acteurs sociaux qui étaient impliqués dans la recherche, tandis qu'à l'autre bout du spectre, on avait les recherches qu'ils appellent partenariales, qui me faisaient plutôt penser justement à des projets très scientifiques, un peu de l'INRAE. J'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de curseur qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire sur l'évaluation. Finalement, est-ce que le mieux, ce serait pas d'arriver peut-être en amont à définir avec, au moment de la préparation du projet, un petit peu quels sont les objectifs communs, quoi. Ce que je trouve intéressant en croisant ce que tu viens de dire, merci, et aussi ce que disait Cyril juste avant, c'est que comment dire, c'est même si on met un objectif de connaissance scientifique, il se passe des transformations en fait. C'est ça Mm. parce Mm. que je voudrais pas dire qu'il y a des cas où c'est pas le cas en fait, parce qu'il me semble que c'est simplement qu'on les raconte pas, on les voit pas, ou on ne peut pas. Qui parle aussi pour raconter ce qui s'est passé, enfin, euh, et changer son contact avec son environnement par un processus d'enquête, parce que c'est quand même ce que fait l'enquête, quelle qu'elle soit. Hein, c'est une transformation. On se relie autrement à quelque chose qui, au départ, n'était pas en lien avec soi, mais un soi collectif y compris. Et ça, on va pas avoir le temps de déplier maintenant. Mais... Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la transformation, ça peut être un objectif, ça l'est pas toujours. La puissance d'agir, la transformation, le réagencement des relations, etc. Mais que ça a toujours lieu d'une manière ou d'une autre. Même si... Et donc, pour moi, du point de vue de l'évaluation, c'est est-ce qu'on soutient ça? Est-ce qu'on en fait un objectif? Ou pas. Est-ce que voilà, bon, mais ça veut pas dire que ça n'a pas lieu. Mm. Ok, point de vue intéressant. Bah, juste dans les 2 dernières minutes, bah, peut-être on peut terminer juste avec la question de Martia, qui, je crois qu'il y a pas forcément de réponse, mais la question, elle nous intéresse tous. Comment observer ces transformations, cette capacitation? Martia, tu veux juste euh, élaborer rapidement, et puis on va terminer là. Et bonjour à tous. Merci de cette intervention. Du coup, juste pour me relier à ce que tu disais à la fin, Mélodie, c'est vrai que ces transformations ont toujours lieu, mais justement, il n'y a pas les personnes pour les raconter et souvent, on ne sait pas comment faire. Et du coup, il faudrait aussi ces capacités, les scientifiques ou les membres d'un collectif qui travaille dans ce genre de projet, bah, avoir les capacités pour pouvoir les observer, pour pouvoir prendre du recul, s'extraire un peu en quelque sorte et avoir les instruments pour les observer, les mesurer, c'est un peu moche, mais bon, éventuellement, être évalué là-dessus.
Voilà, merci. Développer la capacité d'évaluer la capacité d'action. Mais pour moi, là, ça rejoint vraiment, ça me fait une perche magnifique sur la question des récits. C'est pour ça que ça m'intéresse autant. C'est que, au-delà de l'évaluation, c'est une question de témoignage aussi. Quand on témoigne, on fait importer dans l'histoire quelque chose qui a compté, ou qui a transformé, ou qui a marqué, etc. Et donc, pour moi, c'est une question de la mémoire aussi, de ce qui s'est passé, qui raconte, comment on raconte. Qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut témoigner de ce qui s'est passé. Et je trouve que l'évaluation peut faire violence aussi quand elle fait prédominer un certain récit qui ne correspond pas à ce qu'on a vécu, mais qui va être celui qui va, comment dire, dont va dépendre l'existence même du projet. Enfin voilà. Donc oui, moi je trouve que c'est central. Et je crois qu'on a des méthodes, hein, en anthropologie, par exemple, mais La pas que. Mm. co-construction du témoignage de la co-construction. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, bah super. Merci beaucoup, Mélodie. Merci beaucoup pour les Je échanges. crois une conclusion qu'on peut tirer, c'est que c'est tellement riche qu'il faut, enfin, on pourrait faire quelque chose de très bien, beaucoup plus long. Il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, mais là, on a réussi à toucher à plein de trucs intéressants. Donc, merci beaucoup, Mélodie, et merci à tout le monde d'avoir participé. Et donc, pour les participants en recherche participative, on a un rendez-vous le 6 février à 13 heures. Et puis, pour tout le monde, le 4 mars. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt pour Merci. la suite des échanges alors. À très Merci. bientôt. À bientôt. Merci.